Suzanne Tabak arrive tout juste de New York. Elle ne passe qu'une petite semaine à Paris et pourtant, c'est presque une penderie qu'elle transporte dans ses bagages. Vous avez beaucoup de bagages, Suzanne? Oui. Pourquoi toutes ces valises? Qu'est-ce qu'il y a? Les robes, les pantalons. Ça, c'est les chaussures. Ça, que ça. Que ça? Ça, je me rappelle plus. Elle vient spécialement à Paris pour la Fashion Week, la semaine de la mode, la dernière de la saison. New York, Londres, Milan, Paris. On garde le meilleur pour la fin. Tout le monde attend Paris. Tous les journalistes attendent Paris. Suzanne vient à Paris 3 fois par an et elle y a ses habitudes. C'est dans un palace, au Bristol, qu'elle a élu domicile. Bonjour, bonjour. Ici, Merci. tout le monde la connaît. Bon voyage. Est-ce que j'ai des invitations, quelques courriers? Cet hôtel, c'est un peu sa résidence secondaire. Ah, ma chambre. Votre chambre habituelle. Merci. Merci, merci. C'est toujours ici que vous êtes? Toujours, c'est ma chambre. Tabac Suite. Il faut renommer la suite. Ah oui, on va mettre la plaque sur la porte. 1300 € la nuit pour cette suite de 45 mètres carrés. Suzanne a besoin de place pour ranger ses affaires. Je suis un peu princesse. Un manteau Saint-Laurent. Ça, c'est Chanel. J'adore Alexander McQueen. Des vêtements de grands couturiers, que des pièces uniques, une petite fortune dans sa penderie. J'adore la mode. Je me sens mieux dans les beaux vêtements. Son amour pour la mode est sans borne. Des robes, des sacs, des chaussures. 20 paires ici, mais presque 200 autres chez elle à New York. Sa passion coûte cher, alors pour éviter tout conflit conjugal, c'est désormais seule qu'elle fait ses virées parisiennes. Vous venez à Paris avec votre mari? Plus jamais. Ici, vraiment, je suis dans mon travail et c'est difficile d'avoir quelqu'un d'autre. Ça prend du temps. À 55 ans, Suzanne en a eu assez d'être mère au foyer. Alors pour s'occuper, elle a monté un site internet sur Paris. Tendances vestimentaires, astuces beauté, bons restos ou bars branchés. Le principe, c'est de donner chaque jour des conseils pour vivre dans l'univers de Suzanne Tabak. Aujourd'hui, avec Marie, sa photographe, elles arpentent le Triangle d'Or pour dégoter les bons plans du luxe à la française. Pour Suzanne, la capitale est un concentré du chic. Je trouve que les Parisiennes sont très belles. On est presque là, c'est au coin. Première adresse de la journée, une boutique qui n'existe qu'à Paris. Ici, c'est l'incontournable de la mode tendance. Suzanne est sûre d'y trouver des vêtements d'exception. C'est magnifique. En fait, j'aime beaucoup, je ne sais pas si je le mets moi-même. 1247. Et même ça, ce qui est plus classique, je trouve que c'est très joli. 1770. C'est quoi votre budget? Je ne peux pas vous dire. Pourquoi Désolé. pas? Parce que moi, je suis, comment dire, je ne sais pas l'expression en français, mais en anglais, a kid in a candy store. Un enfant avec les bonbons, on veut un, et après un autre, et un autre, et un autre, et il faut arrêter. Il faut arrêter. Son mari travaille dans la finance. C'est grâce à lui que Suzanne peut s'offrir toutes ces merveilles. C'est sympa. Elle se lance dans un grand essayage. C'est chic. Elle enchaîne les tenues et les photos, car le meilleur modèle pour ses lectrices, c'est elle-même. Tous les clichés sont aussitôt mis en ligne, sur son site internet. À l'heure du déjeuner, Suzanne et Marie retrouvent le dernier membre de leur équipe, Arnaud, il est là. le caméraman. Ça va? Ça va. Ouais, ça va. Ok. Vas-y, installez-vous. Ok.
Le lieu de rendez-vous n'a pas été choisi par hasard. Nous sommes au cœur du quartier de Saint-Germain-des-Prés, au Café de Flore, une institution à Paris. C'est un peu le centre de Paris, quoi. C'est un passage obligé. Quoi. Et pourquoi, à votre avis? Pour le lieu, pour son histoire. Les gens se sont obligés de venir au Flore pour voir la Tour Eiffel, à l'Arc de Triomphe. Apollinaire, Sartre, Beauvoir, depuis la fin du 19e siècle, c'est ici que le tout Paris intellectuel vient se montrer. Monsieur Berger, Jules Gréco, Gainsbourg, avec BD. Et les touristes viennent pour voir tout ça, quoi. Cette ambiance un peu, et un peu le théâtre du Flore, quoi. C'est un peu une scène permanente. La photographe de Suzanne vient justement de lui apprendre qu'une star qu'elle admire se trouve au premier étage. Un ami de moi. Un ami qu'elle n'a croisé qu'une seule fois lors d'une soirée. Excusez-moi. Bonjour monsieur, Susan Tabak. On se connaît de Matisse, je vous ai donné mon livre. Oh, j'étais même témoin quand vous vous êtes rencontrés. Oui, vous étiez là. Bon. Et apparemment, je suis en train de travailler pas. sur le livre. Et dès que je suis finie, I call you. I'm a big fan of yours. Ah, bah, c'est très gentil. It's huge. You're amazing. Merci. L'équipe de Suzanne ne doit rien manquer de cette rencontre. Se faire prendre en photo avec Bernard-Henri Lévy ou une américaine, c'est montrer que l'on fait un peu partie de la jet set française. Would you mind a photo, or if you don't want to? Okay, thank you. Suzanne est comme une petite fille. Franchement, c'est une belle opportunité pour toi. Non, mais je ne veux pas lui gêner. Oui, bien sûr. Et il est très gentil. Et c'est pas... I really appreciate that you're a sweetheart. You're a sweetheart. C'est gagné. Le soir même, sa rencontre avec Bernard-Henri Lévy se retrouve sur son site internet. Café Flore, I'm a big fan. You're amazing. Des stars, la haute couture et la beauté des paysages. À Paris, tout est réuni pour bouleverser Suzanne. Oh, mon Dieu. Wow. Oh my God. I mean, this is Paris. What can I say? Sometimes I just want to cry. It's so beautiful. It's possible I lived here in another life before, and that each time I come back, I love it more and more. I don't know why. Pour découvrir Paris, rien de tel qu'une promenade en bateau. Un point de vue imprenable sur les monuments, sur un fleuve paisible, un grand moment de poésie. Mais il faut renoncer au silence, car pour satisfaire les touristes du monde entier, la balade est traduite en 5 langues. C'est merveilleux, fantastique. Il y a tellement d'histoires ici. Les bâtisses, les ponts, c'est magnifique, c'est beau. C'est tellement génial. C'est vraiment un très beau pays, j'adore. Ces embarcations sont le 4e monument payant le plus visité de Paris, juste après la Tour Eiffel, le Louvre et Beaubourg. Alors sur la Seine, c'est une véritable bataille navale que se livrent quelques 50 entreprises pour se partager ce marché juteux. Le leader depuis 60 ans, c'est la compagnie des bateaux-mouches. Ils embarquent près de 2 millions de passagers par an. Alors avant chaque départ, Charlotte Matovic fait son petit tour. Bonjour, tout va bien? Ça va. Ouais. On va aller faire une vérification un peu de la propreté du bateau. On jette un coup d'œil. Ah, c'est bon, il n'y a pas de souci. Pourtant, ce n'est pas la responsable de l'entretien, mais bien la propriétaire des bateaux-mouches. Elle gère une flotte de 14 bateaux. Ici, rien n'échappe à sa vigilance. Depuis qu'elle a repris les rênes de l'entreprise, à la mort de son père, Charlotte a augmenté les bénéfices de la société de 60%. Mais
Mais ce n'est pas encore assez pour elle. Alors sa dernière trouvaille, c'est une boutique de souvenirs sur le ponton. Bonjour. Tout va bien? Tout va bien. Les lunettes, on a assez? Lunettes, on en a assez pour le moment, ouais. On a des petites choses rigolotes comme les peluches avec bateau-mouche. T-shirt, Tour Eiffel, Éventail. cendrier et même petite bouteille de champagne. L'essentiel, c'est que les touristes repartent avec un produit estampillé du nom de la compagnie. Paris en bateau-mouche. C'est une marque déposée aujourd'hui? Oui. Oui, c'est une marque déposée. Bateau-mouche est une marque déposée depuis 1952. On est les seuls à s'appeler Bateau-Mouche, on est les seuls à avoir le droit de s'appeler Bateau-Mouche. Les seuls, car Charlotte est l'héritière de ce business. Découvrir Paris depuis la Seine, une évidence. N'empêche, il fallait en avoir l'idée. Et c'est son père, Jean Bruel, qui a inventé le concept. En 1950, que j'ai racheté à un vieux bonhomme sur la Marne, ce bateau qui était dans un état assez lamentable. Nous sommes en 1950, c'est l'après-guerre, la douceur de vivre retrouvée. Les Parisiens adorent. Et plus d'un demi-siècle plus tard, le tout premier bateau est toujours là, à quai. Cette année, c'est l'anniversaire des 60 ans de la création des bateaux. Charlotte et son mari monténégrin, Radé, organisent une fête exceptionnelle. Ils ont décidé de ne pas lésiner sur le nombre d'invités. 111 de notre liste bateau-mouche. Ouais. Plus les agents à Even, c'est 90, les hôtels 160, ça fait 700. C'est ça le problème, il faut que tout le monde rentre sur le bateau. C'est les 60 ans des bateaux, donc il faut le marquer, c'est pas tous les jours, il faut que ça soit... Mais ça coûte cher. Tout de 200 000 euros. 200 000 euros. Ouais. Donc il faut que ce soit parfait. Donc j'aimerais bien un peu moins quand même. Sans déconner. J'allais compter sur 120. L'anniversaire commence dans 24 heures. Il est à la hauteur de l'événement. Des centaines de projecteurs de couleurs pour illuminer les bateaux et la Seine. Des danseurs. Je suis des comédiens. Je plais à qui je plais. Les 700 invités embarqueront pour une croisière le temps d'une soirée. Le personnel est sur le pont pour aménager la gabarre, le plus grand de leur bateau. Jean-René, le doyen de l'entreprise, veille au grain. Laissez-moi la cabine. D'abord. Voilà, parfait. Top, 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 top. Il faut faire attention quand on fait quelque chose. Hein. Ben oui. Un projecteur cassé, des livreurs qui arrivent en retard. Charlotte cavale d'un bout à l'autre du ponton et aujourd'hui, rien ne va. On offre une bouteille de blanc, un verre de blanquette à tout le monde. Il faut qu'il y en ait, il faut qu'il soit au frais. Pour l'instant, Liobi n'est pas prévenu et c'est pas au frais. Dépêche-toi. L'inspection se poursuit. Tout va bien? Ça va, chouette. Pour l'instant. Ouais. Bonjour. Jean-François, le chef décorateur, a déjà bien avancé. C'est bon, c'est impeccable. Voilà, les fleurs arrivent. Oui. Mais l'œil de Charlotte est intraitable, surtout concernant la propreté. J'aurais aimé qu'on donne un petit coup de nettoyage là. Un gros coup de nettoyage. Un énorme coup de nettoyage. Distributeur à savon, toilette. Faut que je trouve quelqu'un pour nettoyer le bateau cet après-midi. Parce qu'il n'est pas assez propre. Ça, c'est pas propre. Un autre événement vient la contrarier. Le chef décorateur a pris une initiative qui ne lui convient pas du tout. Bah, pourquoi il est en plein milieu? Sur qui se met derrière ce bar? Le mec, il se met où? Quelqu'un m'explique comment il fonctionne ce bar? Il y a deux bars. Il y en a un à bout, un à Eh ben, on le met ailleurs. On va pas le laisser en plein milieu du chemin. Je ne sais pas. Vous aimez gérer des gens comme ça, être très directive? Je sais pas, je suis très directive. Je suis très directive. C'est marrant, il n'y a plus personne autour de moi. Et il n'y en a qu'un pour lui tenir tête, c'est son mari, Radé. Selon lui, l'emplacement qu'elle a choisi pour le bar n'est pas le bon. On rechange tout. On ne change pas tout, je te... À l'avant, ça va faire trop serré, ça va faire moche. Non, tu peux mettre ici.
Alors? Comme ça. Pourquoi non? Porte de secours. Vous rigolez, vous êtes sur un bateau, vous voulez quoi? Que les gens ils jettent à l'eau au milieu Pardon. Pardon, excusez-moi. Bien gentiment. Si on pouvait mettre un ici, et on ouvre le truc arrière, on met des chaises rouges et on ouvre à l'arrière si les gens ont besoin de s'asseoir. Les gens vont avoir mal aux pieds de rester 3 heures. Tout à fait. Ok. C'est facile de travailler avec un couple? Non. Non, mais c'est ce qui fait leur charme. Mais seul le résultat compte. Après 1 heure de discussion, l'affaire semble réglée. Il faut composer. C'est énervant, mais il faut faire avec. Et qu'est-ce que vous voulez? C'est mon mari. Il m'énerve. Et c'est comme ça. Pour l'occasion, Radé a fait venir des musiciens des Balkans, sa région d'origine. Et ce groupe, ce n'est pas n'importe lequel. C'est Slobodan Salijevic, c'est son orchestre à lui. Ils ont joué dans tous les films d'Emir Kusturica, Underground, Le Temps des Gitans, Le Char Noir, Char Blanc. Et on a même eu une palme d'or à Cannes. C'est eux qui ont joué pour notre mariage, pour l'enterrement de papa, et puis donc aujourd'hui. Donc oui, on a un lien fort avec eux. Mais un événement risque de gâcher la fête, la pluie. Charlotte se rassure comme elle peut. Ils ont dit qu'il ferait beau demain, donc on croise les doigts, il fera beau demain. Non, non, il paraît que c'est très joli, de toute façon, les lumières, quand il pleut, que ça fait des choses encore plus belles. Donc, voilà. Allez, on y va. Kyoko est guide. Ce matin, elle emmène son groupe de touristes japonais à la découverte de Paris. Bonjour. C'est chouette Paris quand même. On en prend plein la vue. Même si les rues étaient recouvertes d'ordures, j'aimerais tout ce qui existe à Paris. 1, 2, 3. Sur le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Le rêve de cette touriste japonaise, chanter au pied du Sacré-Cœur. Surtout les vieilles chansons françaises. Donc, la guide a trouvé un violoniste de rue pour l'accompagner. Combien est-ce que vous ça dépend. Vous avez la vie en rose, vous avez non, je ne regrette rien, vous avez... La vie en rose. Oui, la vie en rose. Quand ils me prendront ses bras. 10 €. 10 €. Oui, d'accord. Non, c'est trop là, c'est pas bon. Non, plus bas, plus bas. Non. Quand il me prend dans ses bras, il me regarde le bas, je vois la Ça n'a l'air de rien, mais Madame Yoro accomplit une prouesse. Elle chante en français et pourtant elle ne parle pas un mot de notre langue. C'est une star de la chanson française au Japon et cette année, elle visite Paris avec son fan club. Merci monsieur. Merci. Et à la prochaine. Au Japon, on m'appelle la chanteuse française. Pour moi, la chanson française est très optimiste. J'y puise beaucoup d'énergie.
J'adore ça. Venez, on va faire la photo là-bas. Regardez par là. Avec elle, une trentaine de Japonais. Tous sont venus découvrir le Paris de la chanson française. Marchand, marchande, un peu avoir notion. Madame Yuro et son groupe sont des amoureux de la culture française. Photographe, madame. Même à Montmartre, Photo. Si, please. pas question pour eux de tomber dans les pièges à touristes. Ils délaissent la place du Tertre et ils s'aventurent loin de la foule et des clichés. Regarde ce bâtiment, il y a même des vignes autour. Ça, c'est grandiose, n'est-ce pas? On imagine Picasso ou Utrillo marcher ici. Mais s'ils sont venus jusque-là, c'est pour se recueillir devant cette maison. C'est ici que Dalida a vécu ces dernières années. Pour les femmes japonaises, la star est un modèle d'émancipation. Je crois qu'elle a eu une vie de femme très libre. Elle a connu beaucoup d'hommes. C'est idéal comme style de vie, cette vie de chanteuse. Mais moi, je pourrais pas vivre comme elle. J'ai une famille aussi. Alors Madame Yuro vient à Paris pour rêver d'une vie qui ne sera jamais la sienne. La balade à Montmartre s'achève au Lapin Agile, un cabaret incontournable. Depuis le 19e siècle, c'est ici que tous les plus grands chansonniers, comme Georges Brassens, se sont lancés. Bien, on m'a réclamé une chanson d'un poème de Guillaume Apollinaire, un ancien du Lapin Agile. Guillaume Apollinaire, aux environs de 1900, il était là autour de cette table. Même table avec Picasso, Paul Fort, on ne peut pas les citer tous évidemment. J'ai demandé à Frédéric Thomas donc, de nous chanter Le Pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Madame Yuro vient s'inspirer ici, car dans quelques jours, c'est elle qui montera sur scène pour un grand concert de chansons françaises. Après la peine, vienne la nuit. Dans la cathédrale endormie, depuis 9 siècles, c'est le même rituel. Notre-Dame s'éveille doucement au son du cliquetis des clés. Il est 6 heures du matin, Joachim le gardien entame sa tournée. Il y a au moins de quinzaine de boîtes au moins. Non, certaines boîtes pour nous pour le public, certaines boîtes pour nous pour la sécurité. Il lui faut au moins 20 minutes pour ouvrir toutes les serrures. Un moment de solitude précieux, car dans quelques heures, Notre-Dame sera envahie par des milliers de touristes. Joachim est conscient de son privilège. C'est calme, oui, quand même, parce que dans la journée, c'est insupportable. Quelquefois, il y a trop de bruit, les gens. Et le matin, quand même, c'est vraiment calme. Un temps suspendu qu'il partage avec sa femme, Glory. Elle rallume chaque jour les dizaines de cierges de dévotion déposés par les fidèles. Le couple de Tamoul a quitté l'Inde il y a 25 ans. C'est un peu le hasard qui les a menés à Notre-Dame. Je suis venu chercher ce travail à Paris. Je suis venu assister à la messe. Je suis très croyant. Je suis catholique. Donc un jour, après la messe de midi, un prêtre qui m'a croisé, il m'a demandé qu'est-ce que tu fais, comment tu viens assister à la messe. Donc j'ai raconté ma vie. Bon, voilà, je cherche le travail. Donc il m'a dit est-ce que c'est plaît pour travailler catholique? Moi, j'ai dit bien sûr, j'ai déjà très content. J'étais très content quand même pour rester sur place. Comme ça, j'ai l'occasion de prier tous les jours. Tous les matins, c'est le même balai de l'équipe de ménage. Il faut soulever les 1500 chaises pour faire reluire les dalles de la cathédrale. Pour Joachim, il est temps d'ouvrir la grande porte. Il est 7h45. Notre-Dame est ouverte au public.
quelques pas de là, la journée de Monseigneur Jacquin, le recteur de Notre-Dame, commence par un café crème et une cigarette. Son poste de directeur général de la cathédrale lui permet parfois de passer au-dessus de certaines lois. Il est un petit peu privilégié quand même dans votre café. Ah oui, c'est le recteur de Notre-Dame quand même. Mais bon, on le considère comme un client comme les autres. Mais il a le droit de fumer. Ah Censure. Avant d'aller travailler, Monseigneur prend des nouvelles du monde. Et entre autres, je cherchais à savoir quel était le décalage horaire qu'il y avait entre les heures de la Coupe du Monde et ici, quoi. Pas la peine de faire une grande célébration si on sait que ça tombe en même temps que la finale. Vous piquez des touristes? Non, c'est pas, vous savez, les touristes, on en a 14 millions par an, donc c'est pas d'en avoir un peu plus ou un peu moins. Jusqu'à 60 000 visiteurs par jour, venus du monde entier. Notre-Dame de Paris est le monument gratuit le plus visité de France. Et voilà. Fier un petit peu? Ah oui, bien sûr. Fier et en même temps humble, parce que quand on est devant cette cathédrale, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut à la fois que s'incliner ou lever la tête vers le haut. Hein. Vous savez, on dit que Quasimodo s'est mis en colère ici. Il a donné un coup de canne. Et pourquoi il se serait mis en colère? Oh, parce qu'il n'était pas content après Esmeralda. Il a donné un coup de canne, il a cassé le sol. Bonjour, vous allez bien? Il y a du monde? Ça reprend? Dès le matin, la cathédrale est prise d'assaut par des touristes venus de loin pour contempler ces merveilles de l'architecture gothique. J'ai vu beaucoup d'églises dans ma vie, mais là c'est l'une des plus belles. C'est vraiment magnifique. Ça me touche au plus profond de mon cœur. Pas si simple de diriger un lieu de culte envahi par les touristes. Car Notre-Dame est avant tout une église. Fidèles et badauds ne font pas toujours bon ménage. Monseigneur Jacquin doit trouver des petites astuces pour préserver la paix. Quelquefois, ça fait un peu de bruit parce que 30 000, 40 000, 60 000 visiteurs par jour, ça fait 120 000 pieds qui tournent. On a mis des moquettes depuis quelque temps pour faire moins de bruit. Ça marche à peu près. Le père terrien, lui, aimerait bien que tous ces touristes s'intéressent un peu plus aux trésors cachés de la cathédrale. Alors, ici, nous sommes donc au XIVe siècle, n'est-ce pas? Il tente de les intéresser, mais personne ne semble vouloir lui prêter la moindre attention. Vous voyez que les centaines de gens passent sans regarder quoi que ce soit. Oui. Bon, les gens qui viennent là, ils sont décontractés, ils sont dans la famille, et puis c'est tout, ils ne regardent rien ni à droite ni à gauche. Ils ont fait le tour de la cathédrale en 7 minutes et demie, ils ont pris une photo au milieu, ils ont vu la cathédrale, ils sont venus peut-être de 1000 km de Paris, ils ont vu la cathédrale en 7 minutes et demie. C'est pas mal ça. Et pourtant, il fait tout ce qu'il peut pour les retenir. Ouais, where you do come from? Il parle 4 langues et dès que les touristes s'intéressent aux sculptures, il leur glisse d'office entre les mains une fiche historique. Voilà, donc vous avez par exemple des amis qui sont chinois, je ne parle pas chinois, donc je remets un papier en chinois, ils vont voir regarder le papier, en général, ils s'interrogent à regarder un petit peu tout ça, et puis alors, comme ils vont sans doute partir avec le papier, alors que j'aurais demandé de me le rendre, pourtant en bon chinois, c'est une seule phrase que je sais en chinois, et je vais être obligé de les rattraper, parce qu'eux sont là, ils ne sont pas très pieux, donc ils se foutent pas mal de ce que je leur ai donné comme papier, ils n'ont même pas lu, donc ils changé mon papier. Qu'à cela ne tienne, il en faut bien plus pour intimider le père terrien. Il ne se décourage pas. Son expérience l'a rendu persévérant. Where we do come from? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça fait 10 ans. Pour vous servir. Fin de carrière. J'ai dépassé l'âge de la retraite, donc c'est ma retraite dorée, comme vous voyez. Ses efforts finissent par payer. 2 étudiantes étrangères s'arrêtent enfin. Ici, c'est Marie-Madeleine. Elle interpelle Jésus. Et le deuxième tableau, le deuxième... Qu'est-ce que signifie le dernier tableau? The last one, Jesus Supper.
the day of Ascension. This was the last meeting with his disciples. Pleased to meet you. Bye bye. Thank you very much. Ça fait plaisir, c'est gentil. Are you from? Si les attraits culturels arrêtent rarement les touristes, les distributeurs de souvenirs, placés sur l'intégralité du parcours, retiennent toute leur attention. Le premier monument de France vit exclusivement grâce à la vente des médailles, cartes postales et chapelets. Merci. Dans la boutique, il y a une vente toutes les 3 minutes. Sans oublier l'indémodable, la prière, à 2 €. Et ce sont 1 million de bougies qui sont vendues chaque année. Car Notre-Dame est une entreprise. Le presbytère, l'ancienne maison du curé, a été transformée en bureau pour les salariés. La télé. Ne vous tracassez pas, c'est comme d'habitude. Le père Jacquin donne la messe 3 fois par semaine, mais ici c'est avant tout un patron. Vous allez voir, hein, des tableaux ici, des tableaux là, des tableaux partout. Il y a toujours des choses techniques à faire, forcément. Diriger Notre-Dame, c'est gérer 50 salariés et tenir les cordons de la bourse. En gros, si vous voulez, il y a à peu près, pour la cathédrale, à peu près un budget de 4 millions d'euros, quoi, pour l'année. C'est uniquement la générosité des gens qui passent ici, les visiteurs. C'est eux qui font tourner la maison. On n'a pas de subvention de personne. Et il faut que l'argent rentre, ne serait-ce que pour payer les 700 € de chauffage par jour. Denis est le responsable des services généraux. Il accède à des zones interdites d'accès au public, comme les coursives. Une chance, car ici, changer une ampoule, c'est l'occasion de découvrir des beautés invisibles depuis le sol. On peut bien mieux observer ces magnifiques vitraux d'ici à la tribune. On les voit bien sûr du bas, mais un peu moins bien, quoi. Donc ici, on a un point de vue privilégié. Quand je vois la cathédrale, c'est vrai que ça me fait plaisir tous les matins en arrivant pour travailler. On a quand même une belle usine, hein. Si je peux dire ça. Des rosaces de 13 mètres de diamètre, parmi les plus grandes d'Europe, des vitraux du Moyen-Âge, Notre-Dame de Paris recèle des trésors cachés, inconnus du public. Et les Parisiens eux-mêmes ignorent souvent l'histoire de leur propre ville. Laurent Deutsch, lui, en connaît tous les détails. Par amour pour notre capitale, ce comédien a mené l'enquête sur chacune des rues pour découvrir que Paris cache bien des secrets. Alors il y a un truc qui est marrant là où on va aller, c'est que les motards de la police, ils ont un hangar ici, rue Chanoinaise, et ils ont une légende. Ils sont persuadés qu'ils habitent à l'endroit où le fameux charcutier, le fameux barbier, dépeçait des innocentes victimes, des moines ou autre chose, enfin des étudiants, et qui les transformait en pâté, qui refilait à bouffer aux moines. Et c'est juste là. Bonjour. Rebonjour. Prenez goût. Ah, j'adore ça, j'adore ça. L'historien. L'historien qui maintenant je viens voir la pierre au boucher. Le fait divers remonte au XIIIe siècle, mais ici tout le monde connaît l'histoire. Les photos étaient pas mal. Ah si. Un jour, le chien d'un enfant attendait devant le soupirail. Ils se sont dit, mais pourquoi il attend là le chien? Donc ils sont rentrés dans le garage, ils ont cherché et ils ont découvert que des enfants que notamment cet enfant-là avait été coupé, tué, et apparemment il servirait des enfants pour faire des pâtés. Et les pâtés étant mangés par des hommes d'église de Notre-Dame. Exactement. Sans savoir que c'était des enfants qui servaient à faire ce pâté, malheureusement. Mais apparemment c'était très apprécié parce que ça a duré le marché. Les moines ils venaient de loin pour aller en manger. Ah ouais non, c'était vraiment un commerce qui marchait bien. Alors elle est où cette pierre? En bas, au sous-sol. Vous me suivez? On y va. 8 siècles ont passé, mais les preuves sont toujours là. Regardez. Bien à l'abri des curieux. Faut quand même être affranchi, hein. Hormis les policiers, peu de gens connaissent. Maintenant, vous le saurez. Regardez, voilà. La pierre au boucher. Et alors, par contre, le vestige a aussi son importance, parce qu'au-delà du fait qu'on ne sait pas trop si c'est la fameuse pierre au boucher, c'est un des rares restes
de l'enceinte gallo-romaine de Paris dans un parking de la police. Donc on peut dire qu'elle est bien gardée et qu'elle n'est pas prête de bouger. Elle est précieusement gardée. De l'enceinte gallo-romaine, il n'y a presque plus que ça. Et en plus, c'est la pierre au boucher. C'est génial, non? Aujourd'hui, si l'on ne mange plus de pâté de chair humaine en plein Paris, c'est peut-être un peu grâce à Pascal et Daniel. Ces deux inspecteurs de la Direction générale de répression des fraudes veillent sur la qualité de notre pâté national, le foie gras. Voyons. Bangé fumé, foie gras, filet de cabillaud. Leur cible, les restaurants touristiques et leur objectif, les arnaques aux appellations contrôlées sur les produits du terroir. Escargot et là, escargot de Bourgogne. Alors, voilà. Bonjour monsieur, donc nous sommes de l'unité départementale. Pour prouver aux inspecteurs qu'ici on mange bien, le restaurateur n'hésite pas à interpeller les clients. On mange bien ou non? Voilà, demandez aux clients déjà si on mange bien ou non. On va avec vous dans la cuisine? On peut aller dans la cuisine? Voilà. Rentrez, je suis avec vous. Il ne faut pas être gros, hein. Allez, rentrez, là, voilà. Oh putain. Bonjour messieurs. Voilà. C'est bon, on y arrive. Voilà. Donc on va voir les quelques produits. Voilà. Foie gras, il y a des produits qu'on peut voir. Vous les avez, on peut les voir? Il n'y a pas de problème. Immédiatement, il tombe sur l'une des arnaques les plus courantes. Voilà. On peut voir la boîte? Monsieur, c'est un bloc de foie gras de canard. Oui. Ce n'est pas du foie gras de canard. Si. Non, non, monsieur, non. C'est un bloc. Ouais. Vous voyez? Remontrez la carte. Elle est là. Ah bah, on a la carte. Et ce qu'il faut indiquer, c'est bloc de foie gras de canard. Vous rectifierez votre carte. Là, ça la périgoline, ça indique foie gras. C'est quoi la différence entre le bloc et le foie gras? Alors, le foie gras, c'est un foie gras entier, donc nous prenons le foie gras. Par contre, le bloc de foie gras, c'est plusieurs foie gras reconstitués. Et c'est ainsi qu'on obtient un menu au prix imbattable de 8,80 €. Attendez. C'est filet de sole que vous avez ou seule belle meunière? Non, filet de sole. La contrefaçon des noms des produits est un classique dans les zones touristiques. Alors, ici, voir. Voyez, la pêche est fructueuse. Alors, la sole, c'est de la sole tropicale. Donc, vous ne pouvez pas utiliser le terme sole. C'est un produit qui coûte moins cher à l'achat, voilà, et qui n'a pas les qualités gustatives de la sole. Là, le confit de canard. D'accord. L'enquête se transforme en leçon de gastronomie. On est français, on connaît le confit de canard quand même. C'est quoi? Alors, pour vous, c'est quoi un confit de canard? C'est quoi un confit de canard? C'est une cuisse de canard, puis on confit. Quel canard? Comment il est le canard? Mais quel canard? Du sud-ouest. Mais non, du sud-ouest, non. C'est un canard qu'on a fait pour le foie gras. Oui. Et c'est pas un canard maigre? Non, c'est pas maigre. Hein. C'est un canard gras. Oui, c'est un canard gras, oui. Escargots, viande et même champignons, tout est passé au crible. Pour cette fois, le restaurateur s'en sort avec un avertissement et ça n'a pas l'air de l'affecter. Il n'en démord pas, ce qui compte, c'est la satisfaction des clients. C'est qui a mangé le foie gras? Il y a un client qui a mangé, ça tombe très bien. Voilà. C'est du foie gras ou non? Oui, c'est fait. Voilà. Je suis polonaise, mais je crois que c'était foie gras. Des clients indulgents sur la qualité, car satisfaits du petit prix. Chacun y trouve son compte. Les touristes sont aussi des proies faciles pour les hôteliers peu scrupuleux. Benoît Lucchini veille sur leur confort. Il est enquêteur pour un célèbre guide touristique français. Son but, trouver des hôtels bon marché dans des zones très prisées par les étrangers. Il se trouve que sur Internet, j'avais relevé un établissement qui avait en toile de fond la butte Montmartre. Donc on se dit qu'il est très proche. En réalité, je vois qu'il est dans la rue, là, juste derrière. Là, on est quand même à, je dirais, un bon 20 minutes à pied du Sacré-Cœur. Donc on n'est pas directement dans le quartier. Faut pas rigoler. Pas de Sacré-Cœur à l'horizon, et pour cause, il se situe à presque 2 km de là. Pourtant, sur le site internet, la photo et le texte sont ambigus pour qui ne connaît pas la capitale. Celui qui sait mal décrypter Internet peut rapidement se retrouver dans des mauvais plans. Et Benoît Lucchini les traque lorsqu'il le peut. Car la première difficulté à Paris, c'est de se faire ouvrir la porte d'une chambre pour la contrôler. Hôtel tout confort, prix modéré.
Alors, les tarifs. Première adresse de la journée, nous accompagnons Benoît en caméra cachée. Bonjour monsieur, pardonnez-moi de vous déranger. Je voulais avoir des petits renseignements sur l'hôtel, notamment si l'enquêteur tente d'appâter l'hôtelier en inventant une histoire. On a des amis qui viennent de province, en fait, là, pour un certain nombre de jours. Est-ce que ce serait possible, éventuellement, si vous en avez une libre, de jeter un coup d'œil à une chambre? C'est complet, il y a les gens dedans. Il n'y en a pas une qui n'est pas encore prise? Non. D'accord. À quel moment il est possible de... Je ne fais absolument pas visiter les chambres. Si l'hôtelier ne fait pas d'efforts, c'est qu'à Paris, trouver des touristes n'est pas un problème. Alors nul besoin de les séduire. La consigne de l'hôtel, on ne fait pas visiter les chambres. Benoît visite des hôtels dans le monde entier et selon lui, le pire des pays en matière d'accueil, c'est le nôtre. Le pays le plus difficile sur lequel j'ai jamais travaillé, c'est la France. Il y a toujours en permanence, en France de manière générale et plus particulièrement à Paris, une espèce de crainte. Mais pourquoi si, pourquoi ça? Toujours se poser 10 000 questions. Dans la plupart des pays, on ne se pose pas toutes ces questions. Vous voulez voir les chambres, on vous montre les chambres. Vous voulez les prix, on vous donne les prix. 5e hôtel, un premier indice lui saute au nez. Ça sent une bonne odeur de cuisine, hein, sympa. Il insiste lourdement. Si on pouvait voir une chambre, jeter un petit coup d'œil. C'est vraiment juste pour jeter un tout petit coup d'œil. Le réceptionniste accepte enfin. Cette adresse est déjà dans le guide, dans la rubrique petit budget. 60 € la chambre double à Paris, c'est peu cher. Benoît vient s'assurer que c'est toujours une affaire. Ça donne sur la rue, là Il y a double vitrage? Oui. D'accord, et puis écran plat, d'accord, je comprends très bien. Bon, bah, écoutez, je vous remercie, on ne vous dérange pas plus longtemps. Merci. Le verdict est sans appel. Il y a un effet, une espèce d'effet d'annonce en bas. Le premier étage est nickel, un peu de marbre, etc. Quand on monte à midi, visiblement les moquettes ne sont pas faites, hein, clairement. Il y a de grosses traces de saleté et de pourrissure dans la salle de bain. Donc une hygiène extrêmement approximative. La poignée avait été arrachée de la cabine de douche. Ça, au-delà de ce qu'on a vu, c'est la projection dans le temps. C'est un hôtel qui tombe. Voilà. Donc il y a des hôtels qui seraient presque pareils, mais on voit qu'on fait des efforts. On va vers le mieux, on va changer la moquette, on va faire ci, on va faire ça. Là, pas du tout, c'est un hôtel qui tombe. Donc là, la réponse est claire, on enlève. C'est à la 6e adresse de la journée que la bonne trouvaille se profile enfin. La décoration du hall est propre et correcte. Notre amie a mal, on me souvient, a un peu mal au dos, en fait, donc elle n'aime pas les matelas trop durs. En même temps, non, là, c'est parfait. Pour 60 €, la literie est confortable, les sanitaires impeccables. Ah bah oui. Et je lis votre moquette rouge. Merci infiniment, monsieur. Merci de votre accueil. Au revoir, monsieur. Cet hôtel sera dans le guide dès la prochaine édition. Mais à 5 minutes des Grands Boulevards, à un petit quart d'heure à pied de la butte Montmartre. Nickel. Bonne surprise. Il est donc possible pour les petits budgets de dormir à Paris. Mais pour le même prix, les touristes peuvent aujourd'hui choisir une autre option. Le jour se lève sur le quartier du Marais. C'est des croissants frais, des fois chauds, avec la baguette. Les gens aiment bien. Joël rapporte le petit déjeuner à ses clients, car dans son appartement, il fait chambre d'hôte. Hi guys. Ce week-end, il héberge un couple de touristes canadiens. Est-ce que ça fait un peu bizarre au début d'avoir des hôtes chez soi? Oui, ça fait étrange, mais on s'habitue facilement, rapidement. Et c'est sympa aussi. Cette formule séduit les étrangers en mal d'authenticité. En choisissant la chambre d'hôte plutôt que l'hôtel, j'ai vraiment l'impression de vivre à la française. C'est tellement beau ces vieux appartements à l'architecture d'époque. 85 € petit déjeuner compris, leur chambre est quasiment louée en continu toute l'année. Le business de Joël et de son ami Nicolas a littéralement explosé, avec comme seul moyen de se faire connaître leur site internet. Si internet n'existait pas, je pense que les chambres d'hôtes à Paris, ça n'existerait pas. Paris. Voilà, nous on est là. Ensuite, 2 petites photos pour donner confiance, pour dire aux gens, vous n'êtes pas sur un portail lambda, vous êtes chez Joël et chez Nicolas. Ça marche bien d'ailleurs, ça. Oui, et surtout que c'est nous qui fait l'accueil. Moi, je fais beaucoup les accueils des appartements, donc les gens me reconnaissent.
Depuis 6 ans, la demande est telle qu'ils ont même pu investir dans plusieurs studios qu'ils louent aux touristes. Le 5e ouvre dans quelques jours. À 600 € la semaine, les réservations s'enchaînent. Oui, bonjour. Tout est complet. Pour tout le week-end, oui. Vous en recevez combien des coups de fil comme ça à chaque fois? Écoutez, ça varie, je dirais peut-être une trentaine. Joël gère seul ses appartements. Mais heureusement pour lui, ils sont tous dans le même périmètre, autour de la Bastille. Il y a beaucoup d'appartements qui se libèrent, des nouveaux gens qui arrivent. Ça va être une journée assez mouvementée. Et hop. Dans ce petit 2 pièces, c'est la fin du séjour d'un couple d'Australiens. Hi, good morning, how are you? Joël vient lui-même récupérer leurs clés. Bonjour, comment allez-vous? Vous avez passé un bon séjour? Oh oui, c'était vraiment génial. Ma femme vous en parlera mieux que moi. Car ce que j'ai préféré, je ne peux pas le dire devant elle. Ce sont les femmes. La femme. Par contre, la légende dit que les Parisiens sont odieux et c'est complètement faux. Tout le monde a été adorable avec nous. Ici, c'est impossible de faire un mauvais voyage. À peine partis, ses clients vont être remplacés par d'autres. Pour préparer pour les prochains qui arrivent cet après-midi. J'ai les confitures et du beurre pour mettre dans le frigo. Aujourd'hui, c'est une journée marathon qui l'attend, car ces 5 studios se libèrent tous en même temps. Les draps à changer dans l'un, des lessives à faire tourner dans l'autre. Vous savez comment on appelle ça, nous, au Québec? On appelle ça une germaine. C'est-à-dire, elle gère et elle mène. Joël est autant un businessman qu'un homme de ménage. Et sa tournée du jour s'achève avec des compatriotes. Salut, ça va? Ça va, toi? Des touristes québécois. Ah, c'est bien de vous revoir. Salut, Sophie. Ça va? Oui. Ouais. Oui. Comme promis, quand vous êtes arrivé mardi, j'en viens ce soir pour changer les serviettes. Parfait. Donc, ça a l'air bon, ça. Là, c'est ça, c'est juste un repas un petit peu plus rapide parce qu'on a eu une grosse journée que ça ne me tentait pas d'être dans les chaudrons. Disons que moi, je capote sur les fromages parce qu'au Québec, je suis fromager marchand. Donc, j'en profite pour justement goûter des trucs que j'aurais pas chez moi. Et alors? Et c'est excellent. Sophie et Yves se sentent ici comme chez eux, la définition même du luxe pour des touristes. C'est une formule plus intéressante que l'hôtel pour vous. Oui. Plus intéressante parce qu'on est un peu plus autonome. Et ça fait en sorte que plutôt que d'aller au restaurant tout le temps, c'est le fun le resto, mais à un moment donné, tu as envie de te retrouver, ou comme nous en tout cas, de prévoir la journée du lendemain. On est quand même là pour 8 jours. Les chambres d'hôtes, un business qui rapporte. Les Parisiens l'ont compris, il existe plus de 500 chambres d'hôtes dans la capitale et une centaine ouvrent chaque année. Mais lorsque l'on recherche l'excellence à Paris, certains palaces mythiques restent incontournables, comme celui de la place de la Concorde. Miyuki réalise son rêve de princesse le temps d'une soirée. Elle est venue spécialement du Japon avec sa robe de mariée et avec son futur mari, Nagashi, pour célébrer leur union. C'est un package que leur propose une agence de voyage parisienne. La coiffeuse habilleuse est à disposition. Merci. La chambre d'hôtel à 800 €. Tout est là pour faire comme si cette nuit devait être la plus romantique de leur vie. Tu ressembles à une princesse. C'est vrai? Tu trouves? Tu es vraiment magnifique. C'est tellement bien d'être venue en France. Je suis si heureuse d'être habillée avec une belle robe, dans un tel endroit. Merci mon amour. L'éblouissement commence dès les couloirs de l'hôtel. Ce palais construit au XVIIIe siècle est un chef-d'œuvre de l'architecture. C'est très joli.
C'est vraiment extraordinaire. Je n'aurais jamais pensé venir dans un tel endroit. On se croirait perdu dans un livre d'histoire. Le lustre, les tapisseries, tout est source d'émerveillement pour les amoureux. Oh, que c'est beau! Et la particularité du Crillon, c'est d'être le seul hôtel à avoir vue sur la place de la Concorde. On voit même la tour Eiffel. C'est très beau. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est fabuleux. Et la magie continue. Une voiture de luxe des années 50, spécialement prévue pour l'occasion, les attend devant l'hôtel. Rien de tel qu'un Paris by night pour combler des touristes en quête de romantisme. C'est magnifique. Destination, le pont de l'Alma. Car l'organisateur de cette soirée, c'est la compagnie des bateaux-mouches. Et c'est le secrétaire général en personne qui les accueille. La formule est chère, 650 € pour 2 heures de dîner croisière. Alors pas question de décevoir ses clients privilégiés. Bonsoir. Ils sont accompagnés en musique jusqu'à leur table, la toute première à l'avant du bateau. Et ils ont même droit à un petit cadeau. J'ai le plaisir de vous remettre ce parchemin, témoignage de votre amour. Bienvenue à bord. C'est un poème. Paris, bonjour. Et ta main dans ma main qui me dit déjà oui. Et c'est Paris, l'amour. Tout un programme. Les autres clients arrivent. 200 couverts sont prévus ce soir. Radé, le mari de Charlotte, vient s'assurer que tout se passe bien. Bonsoir. Presque tous les soirs, je regarde un peu comment ça se passe avant que le bateau il part. Je viens dîner aussi souvent ici pour tester un petit peu tout et pour être au courant un petit peu de... Bonsoir. Miyuki et Nagashi sont les rois de la soirée. Ils sont servis en premier, en entrée, du foie gras. J'adore le foie gras. Je cherche toujours à en trouver au Japon. Mais celui qu'on mange en France, c'est le meilleur. Pour les autres clients moins bien placés sur le bateau, la soirée coûte 100 € par personne. Pour gagner du temps, ils ont choisi leur menu avant même d'embarquer. Tout va bien, chef? Les plats sont déjà cuisinés, il ne reste plus qu'à les disposer et les réchauffer à bord. C'est quoi les plats ce soir alors? Donc là, c'était entrecôte d'Argentine et le mollet de canard. Après, on a le turbo, la lotte, la rascasse et la dorade royale. Donc il y a un agneau pour faire partir. En tout, 6 plats au choix. Rien n'est trop beau pour soigner une clientèle précieuse pour la compagnie. Tout se passe bien? Oui, merci. Car les repas croisières rapportent gros, 20 000 € de chiffre d'affaires rien que sur ce bateau. Mais ce n'est pas tout. Ce soir, on a 3 bateaux qui sont sortis, et celui-là et encore 2 bateaux privatifs. Ça fait du monde aussi qui travaille dedans, mais bon, ça fait... On est plutôt contents. On se croirait dans un film. C'est le Pont Neuf, n'est-ce pas? C'est la première fois que je le vois en vrai. Et ça me touche beaucoup. Car j'avais adoré le film. C'est l'heure du final pour les amoureux. Une photo souvenir. La soirée s'est déroulée comme dans un rêve. Profitez du spectacle. Aujourd'hui, cela fait 60 ans que le tout premier bateau-mouche a navigué sur la Seine. Et ce soir, l'anniversaire va être célébré en grande pompe. Cette fête est en l'honneur du père de Charlotte, le fondateur de la compagnie. La photo de votre... Oui, on va la remonter aussi.
Aujourd'hui, pour l'occasion, elle réaménage la salle d'attente VIP avec les objets d'art qui lui étaient chers. Voilà, comme ça. Ça vaut combien comme ça? Une manière de lui rendre hommage. Il faut qu'il y ait des photos de lui et voilà, et qu'on se souvienne de lui. Il faut que je suis contente que le nouveau bateau qu'on fait va s'appeler le Jean Bruel et voilà, tout ça. Il faut continuer son boulot. Donc voilà. Son père a tenu les rênes de l'entreprise jusqu'à son dernier souffle, à 86 ans. Un petit peu les fesses encore. Comme Charlotte aime le dire, c'était un homme de poigne. C'est bon. Ouais. Très bien comme ça. Mon père avait pour symbole le sanglier. Parce que c'était un solitaire. Voilà. Et un grognon. On n'était pas toujours d'accord, mais on s'entendait bien. Ouais. C'était le principal. C'est-à-dire qu'il portait la voix facilement. Ouais. Donc, et quand on voyait, quand il était de mauvaise humeur, ça se sentait. On savait à ses mimiques. Voilà. Quand il mettait ses cheveux en arrière, qu'il remontait son pantalon et qu'il bougeait ses clés, waouh! Tout le monde était au garde à vous. Je pense qu'il impressionnait tout le monde. Je pense que je crois que c'est la personne la plus impressionnante que j'ai vue. Ouais. Voilà. Maintenant, voilà, Charlotte. Faire prendre le flambeau, c'est pas toujours facile, mais bon. On va y arriver. Dès que le signal sera donné, le bateau quittera le quai pour une croisière pas comme les autres. Jean-René, l'ancien bras droit de Jean Bruel, travaille ici depuis plus de 50 ans. Cette fête, c'est aussi la sienne. Vous faites partie intégrante de cette histoire. Ah bah oui, c'est vrai qu'on a fait tous partie, mais vous l'avez construite avec M. Bruel, avec vos mains. On l'a pétri. Absolument. Les 200 000 € de budget ont été mis à profit. La mise en scène est grandiose. J'aime beaucoup, les lumineux sont magnifiques. Et voilà, c'est ça que j'attendais. Allez accueillir nos invités juste devant le tapis rouge. Messieurs, dames, mes lucioles. Embarquez pour le rêve, embarquez pour la beauté de la villa. Ah, Paris, ah, Paris. Pendant que Charlotte et Radé accueillent leurs 700 invités, un mystérieux capitaine se prépare dans les bureaux. Bien et toi? C'est Stéphane Bern qui animera la soirée. Les bateaux mouches, c'est la première chose, le premier endroit que j'ai visité quand je suis arrivé à Paris. Je devais avoir 10 ans, donc c'est un peu ma Madeleine de Proust, vous voyez. Il y a plein de souvenirs qui reviennent. Voilà, tout à fait crédible. Là, Notre capitaine ce soir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. bonsoir à tous et merci. Et applaudissez les mousses. Les bateaux mouches, c'est avant tout 60 ans d'une passion familiale, inscrite au patrimoine français et née d'une idée de Jean Bruel. Dès 1952, il fait construire son premier bateau sur le chantier de la Mouche à Lyon, d'où le nom de l'embarcation. Toute la soirée, des danseuses interprètent des scènes de la vie parisienne. Peu à peu, la pression retombe pour Charlotte et Radé. On s'est déjà disputé tout l'après-midi. Maintenant c'est cool, on est juste fatigués. Le match a toujours eu raison. C'est peut-être pas très élégant, mais c'est pas grave, je l'approche. En plus, c'est une opération de communication réussie. Leur marque se promène sur les façades des monuments de Paris. En l'honneur de celui qui est à l'origine de cette aventure, les 14 bateaux klaxonnent à l'unisson. Dans sa suite de l'hôtel Bristol, c'est lui. Suzanne Tabac se prépare à sortir. Ok. Ce soir, c'est le lancement de la semaine de la mode. Pas question de se montrer aux côtés de stars sans brushing. Et il ne se fera pas sans l'aide de Stéphane, son coiffeur attitré. Stéphane est adorable. Il est mon ami, mon coiffeur. On s'installe. Oui.
OK. Pour évoluer dans le monde de la mode, comme Suzanne, il faut avant tout soigner son image. Je travaille maintenant avec des jeunes. Et c'est facile pour les jeunes. Mais pour moi, c'est du travail. Je réussis, mais ça prend du temps. Suzanne est fin prête. Le tout Paris de la mode se réunit sur les Champs-Élysées. C'est la fête du magazine Vogue, la référence du chic à travers le monde. Près d'un siècle de parution, avec sur ses couvertures les plus belles femmes du monde. Un rendez-vous que Suzanne Tabak ne pouvait pas manquer. It's the Bible, so I'm glad to be part of the fashion Bible. Like her. Ce soir, il y a du beau monde sur le trottoir de l'avenue. Comme la célèbre Karine Roitfeld, rédactrice en chef de Vogue France. Qu'est-ce qui fait que Paris peut rester aujourd'hui la capitale de la mode? Parce que beaucoup de grandes maisons comme de la mode sont françaises, tiennent le haut du pavé toujours, sont ici. Et il y a comme beaucoup de talents, il y a des petites mains, les brodeurs, tous ces gens-là qui n'existent pas dans le pays, qui sont vraiment chez nous à Paris. Il y a une main, un savoir-faire. Et aussi, je pense que la femme française a ça dans son sang. Elle a une façon de s'habiller différente des autres femmes. Elle a un goût du chic, de la mode inné. Pour faire tout à fait partie du réseau, Suzanne a une mission. Être vue avec Karine. Hello, yes, and you. Elle tente d'engager la conversation, mais cela ne prend pas. Alors elle s'invite discrètement dans le cadre. Marie, sa photographe, immortalise l'instant de magie. Je suis un peu timide. Et je sais, pour mon travail, il ne faut pas être timide. Il faut être pris en photo avec les gens importants du milieu? Ça aide. C'est dommage, mais oui, ça aide. Oui. Mais c'est dur. Tel Cendrillon, Suzanne prend place dans la décapotable mise à la disposition des invités par le magazine. Direction Place de la Concorde, où la soirée se poursuit à l'Hôtel du Crillon, qui se transforme le temps d'une soirée en un temple de la mode. L'occasion pour certaines de porter des tenues très créatives. C'est votre style, Suzanne? Pas vraiment, mais je crois qu'elle le fait exprès. S'il y a une fête où il faut être vu, c'est bien celle-là. Suzanne ne connaît pas grand monde, mais elle va vite se faire de nouveaux amis. Elle est chic? Pour la plage, oui. Pour le crayon, pas vraiment. Mais les hommes français ne la laissent pas indifférente. Ils sont galants, polis. They appreciate women. And I think that's nice. Il faut la trouver. Celle qu'elle cherche, c'est Anna Wintour, la rédactrice en chef du Vogue américain. Avec un seul de ses articles, cette journaliste redoutée a droit de vie et de mort sur les couturiers. Un film lui a même été consacré, Le diable qui s'habille en Prada, c'est elle. Elle m'a fait peur un peu. But she's tough. I'm not sure I would want to work for her, but I respect her for her excellence. Suzanne va tenter de se faire prendre en photo avec elle. Okay, this is the moment. Oui, voilà, c'est ça. Cette fois-ci, bizarrement, elle ne va pas oser l'approcher. Elle reste figée. Anna Wintour est inaccessible. C'est un échec. On n'a pas eu tout ce qu'on voulait ce soir. C'était quoi la photo choc que vous voulez? La photo choc, c'est Suzanne avec Anna Wintour, vraiment la bise. Mais pour la prochaine fois, j'espère, Suzanne. Je sais pas, elle est comme ça et moi, j'ose pas.
Mais Suzanne est heureuse. Au moins une personne la reconnaît, et ce n'est pas n'importe qui, c'est Lindsay Lohan. L'actrice américaine est sans doute l'une des stars les plus convoitées par les paparazzis. Pendant la semaine de la mode, ils sont des centaines de paparazzis à pourchasser les stars. Et à Paris, ils ont l'embarras du choix. Vous, reculez là! Comme la chanteuse Britney Spears, elle a tenté une sortie avec ses enfants incognito à la Tour Eiffel. Une promenade qui vire au cauchemar. Cet immeuble du 8e arrondissement abrite une agence de paparazzi d'un nouveau genre. Vincent, Germain et Max ne photographient pas les stars, ils les filment. Comme ici, Bruce Willis. Là, on va aller au Plaza Athénée, retrouver nos deux sujets de la journée, Rihanna. Rihanna, une chanteuse américaine qui cartonne auprès des jeunes, en France et aux États-Unis. Et Lindsay Lohan. Voilà. Cette actrice californienne que l'on a aperçue avec Suzanne. Elles sont là pendant la Fashion Week. Lindsay est directrice artistique chez Ungaro. Elle va enfin travailler, c'est merveilleux. Et puis Rihanna est là parce qu'il faut qu'elle donne, qu'elle est fashion, qu'elle est belle. Et donc elles vont nous donner plein d'images. Elles vont faire des super shopping. Elles vont aller à des défilés. Elles vont se saper. Max connaît les habitudes de ses stars. Toutes se logent dans les palaces du Triangle d'Or. L'avenue Georges V, un classique quand même pour nous. Il se passe pas mal de choses ici. On va arriver sur l'avenue Montaigne, le Plaza Athénée juste sur la droite. À peine le temps de se garer, Max doit faire sa place au milieu des photographes. Car Rihanna s'apprête à sortir. Mais la star ne s'arrête pas pour ses fans. Max n'a pris très peu de temps pour réaliser sa prise de vue. Rihanna, please. Hi. T'es satisfait? Non, c'était pas terrible, t'as vu, c'était pas optimum. Par contre là, pourquoi ils filment tout ça là? Il n'a pas le temps de ruminer sa déception. Il aperçoit des concurrents sur le trottoir d'en face, devant un autre palace. Le plus surprenant, c'est que personne n'est capable de lui dire qui va en sortir. Jusqu'au moment où il repère une voiture qui ne lui est pas inconnue. Il y a une bagnole qu'on connaît. Donc la bagnole de Shakira. Shakira est une chanteuse colombienne. À 33 ans, elle a déjà vendu 70 millions de disques à travers le monde. Mais comment tu l'as reconnue la voiture? À la plaque. Ah, tu la connais, les plaques d'immatriculation? C'est des bagnoles qui transportent souvent les musiciens. Et en fait, c'est la mémoire photographique. Je me souviens pas des numéros, je me souviens de l'image de la plaque. C'est l'expérience, tout ça? Bah, c'est à force de les suivre, hein, quand tu es derrière la plaque pendant X nombre d'heures. Forcément, tu la retiens. Allez de ce côté, s'il vous plaît. On va vous installer, mais restez bien tranquille. C'est la guerre des cams. Qui c'est qui va faire le meilleur shot? La star s'apprête à sortir. La tension monte entre les paparazzis. Mais man, t'arrêtes de me pousser, je t'en supplie, sinon tu vas prendre bac tout de suite. Hein. C'est 5h30 que j'attends, donc tu vas te placer avec les fans. Shakira se montre enfin. Comparée à Rihanna, elle joue le jeu. Shakira, Shakira, Shakira. Aki for your fans. Elle se laisse même approcher par ses fans. Lots of action. Are you having a good time in Paris, Shakira? Good promo? All right. I love you. Bye-bye, girl. Shakira, please. Over your shoulder. T'es satisfait là? C'est pas mal, c'est pas cool. Combien vous pouvez en tirer maintenant de ça? Aucune idée, là. Peut-être pas grand-chose. Allez, on bouge maintenant. Il n'en manque plus qu'une pour que la chasse soit complète. Ouais, tu vas chercher qui maintenant? Écoute, là, on va retrouver Lindsay Lohan qui est chez Ungaro. Quelle raison, Lindsay? C'est une bad people, qu'est-ce que tu veux? C'est ça, il y a des sujets, ils font que ça dans leur vie. Avoir une vie pas très intéressante, mais sortir beaucoup, porter des fringues, avoir du style et devenir une espèce de porte-manteau humain qui présente des nouvelles tendances régulièrement. Et regarde, hop, là il y a une petite conversation. On sent que l'assistante est dans le stress. Donc il y a quelque chose qui se met en place. Max a vu juste, un des gardes du corps et le caméraman privé de Lindsay Lohan se préparent pour sa sortie. Les paparazzis aussi.
Sous l'œil amusé du personnel de la boutique, la star arrive enfin. How you doing? Working finally. C'est raté pour cette fois. Lindsay s'engouffre dans sa limousine. Attendez, laisse passer le van. Attends. Plus de 30 scooters se lancent à la poursuite de la voiture. Ah bah, comme on dit dans le jargon, il y en a du Golio. Allez. Pas question de laisser filer la people la plus rentable de la Fashion Week. Ah bah là, il y a beaucoup de monde, donc ça veut dire que c'est un sujet intéressant. Mais on n'est pas en train du tout de la pourchasser, je suis en train de me balader, moi je suis juste bloqué au feu, c'est tout, je suis pas en train de pourchasser. Pendant cette course-poursuite, les paparazzis n'hésitent tout de même pas à griller les feux rouges. Allez. Et tout le monde défend sa place pour être sûr de ne pas perdre le contact avec la précieuse voiture. Ah non mais attends, Joël, on évite de conduire comme des cons, s'il te plaît, merci. Bon, Didier. On va un peu rattraper ta place parce que autant être au taquet des sujets, voilà. C'est pas un plaisir. Non, là c'est dangereux, c'est pas amusant. J'ai pas envie que quelqu'un tombe, qu'elle tombe, que lui tombe, qu'on renverse quelqu'un. Depuis le tragique accident de la princesse Diana, les paparazzis et les chauffeurs de stars se sont donné des règles strictes. Les chauffeurs ne s'aiment pas les paparazzis et les paparazzis s'interdisent de filmer à l'intérieur de la voiture quand elle roule. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourtant, l'un d'eux vient d'enfreindre cette loi. Qu'est-ce qu'il fait? Mais non, moi j'étais con quoi. On fait pas ça. Tu t'es mis à côté de la bagnole et t'as filmé, donc on te fait pas ça. Eh ben non. Bah je t'ai vu man, c'est bon. Okay, attendez, attention. Allez. Vas-y, trace. L'actrice s'arrête enfin devant les grands magasins. La meute de photographes bouscule les clients venus faire leurs courses. L'un d'eux, exaspéré, les insulte. Stop. Et en quelques secondes, les paparazzis lui tombent dessus. Sans lâcher sa caméra, Max tape dans le tas. Dégage. Y'a quoi maintenant? Y'a quoi? Oh, tu vas te faire défoncer toi. Dégage. Ils se requêtent sur lui. Parce que c'est vrai, vous êtes des fous. Pourquoi il est en train de taper sur un photographe, le monsieur? Je te parle. Non. Mais pourquoi il est en train de taper quelqu'un, le monsieur? Pose-toi cette question et puis après réfléchis. Calmez-vous, ça y est, c'est fini. Le calme revenu, Max se prépare à passer de longues heures devant le magasin. Ce qu'il espère, filmer Lindsay Lohan avec ses achats. Suzanne quitte les beaux quartiers et s'aventure hors des sentiers battus. Elle a dégoté une petite boutique de lingerie de luxe, quasiment inconnue des Parisiennes. Bonjour. Mais les Américaines, elles, en sont folles. Oh, Madame Tabac, oui. J'ai lu un article dans le New York Times. Oui, j'avais pas encore vu. Ça vous apporte encore des clients? Oui. Mais oui, c'est incroyable. J'ai une dame de l'Oregon qui est venue samedi dernier. Le comble du chic pour Suzanne, c'est ce petit parfum d'antan qui plane dans la boutique. Et surtout, le savoir-faire artisanal, car ici, tout est fait main. Qui a une taille comme ça? Moi. Non. Si, parce que j'en porte un. Est-ce qu'on peut essayer ce modèle, Suzanne? And you think that all women should wear these because it makes them... Wow. No. Oh, that skirt would fit me better. Absolutely, typically French. I don't know anywhere in New York or in the States or anywhere that does this is like, oh my God, ça coûte combien? You have luxury test. So no, I can handle it. You can tell me. It's okay. It's 950 euros. Vous voulez visiter l'atelier? Yes, yes, with 950 pleasure. € pour un corset, ça semble cher, mais pour une Américaine, l'authenticité n'a pas de prix. Et ce qui va séduire définitivement Suzanne, c'est que cet atelier est installé dans une petite cuisine, comme à la maison. Une information qu'elle livre immédiatement à ses lectrices sur son site internet. I think this is a little kitchen. This is a little store in the little kitchen where Louise makes these incredible pieces of works of art, of lingerie.
Arrive enfin pour Suzanne le moment tant attendu, les défilés de la semaine de la mode. Elle se souvient de sa toute première fois, celle qui a changé sa vie. J'étais comme un enfant, c'était incroyable. J'avais mon appareil de photo, mais je ne pouvais même pas prendre des photos parce que je voulais regarder les vêtements. Et vraiment, c'était une expérience merveilleuse. Toute la journée, Suzanne enchaîne les défilés. Et selon les créateurs, c'est plus ou moins la révélation. Célèbre. Son équipe filme tout, aussitôt vu, aussitôt mise en ligne sur son site internet. Ah, ça c'est super. Wow! Là, on dirait qu'il neige, hein. C'est énorme, là, la fumée qu'ils ont. Pour moi, c'est un plaisir de donner ça aux gens qui ne peuvent pas partager. En fait, je partage ce que je vois avec les gens qui ne peuvent pas être à Paris. Le dernier défilé de la journée, c'est la marque préférée de Suzanne, l'an 20. Okay. Ici, elle a des privilèges comme celui d'assister aux dernières répétitions. Ok, on y va. C'est le message de vérifier tous les talents, tu vois, parce qu'il y a quelque chose qui est sale. Albert Elbaz, le styliste, est à 5 minutes du défilé. Mais il prend le temps de la saluer, car Suzanne est l'une de ses plus fidèles clientes. You'll be okay. It's going to be amazing. I can see already the music. Oh yes, it's always amazing. It's always the best. Always the best. Elle porte même l'une de ses robes pour l'occasion. I'm a big fan. Well, always in you. With the lace in the back. I see you later after the show. Okay. Avant le défilé, Marie, la photographe de Suzanne, lui montre les photos de la soirée Vogue. Très bonne surprise. C'est encore mieux qu'à côté. Oui. Suzanne jubile. Sur le cliché, on a l'impression qu'Anna Wintour est en train de parler d'elle. Exactement ce dont elle rêvait. Les couleurs, la silhouette, c'est moderne, c'est sexy, c'est élégant, tout en même temps. Oh my God. More beautiful in the show. You should be relieved now. Fantastic, amazing, really. Le séjour de Suzanne touche à sa fin. Pour quelques jours seulement, le monde de la mode lui a ouvert ses portes pour les refermer aussitôt. Mais qu'importe, elle rentre à New York avec son site plein de souvenirs et d'illusions. Devant les grands magasins, tous les paparazzis ont renoncé à revoir Lindsay Lohan. Max, lui, attend toujours. Sa persévérance va être récompensée. 4 heures plus tard, l'actrice sort enfin. Elle aurait dépensé plus de 10 000 €. Ces paquets lui seront livrés directement dans sa suite. Pour que l'affaire soit rentable, il faut commercialiser les images le plus rapidement possible. De retour à l'agence, c'est Vincent qui se charge de mettre les vidéos en vente sur Internet. À Los Angeles, il est 12 heures de moins. Donc il est encore temps de diffuser des images là-bas, c'est encore une bonne heure. Les États-Unis sont les premiers consommateurs de vidéos people. Filmer les stars américaines est donc ce qui rapporte le plus. Ça se paye à la minute souvent. Par exemple, les télés croates, laisse-moi te dire qu'elles ont un budget assez serré. Donc voilà, une vente en Croatie par exemple, ça vaut 50 €. Et ça peut monter sur des médias plus importants à 1500 € la minute. Mais c'est là où la plus-value Paris, en termes d'image, est super forte. Il y a les célébrités et en plus un cadre qui est exceptionnel. Paris est définitivement un des centres du monde. Le centre du monde, pour certains, ce sont les Champs-Élysées. Ils viennent du Qatar, d'Arabie Saoudite ou bien du Koweït pour passer leurs vacances à Paris. Et pourtant, c'est tout ce qu'ils verront de la capitale. Ils voyagent en famille, avec domestiques et voitures de luxe, comme celle-ci.
qui vaut plus d'un demi-million d'euros. Après les Japonais, les Orientaux sont les touristes qui dépensent le plus à Paris. Une mère et sa fille Qatari ont accepté de nous parler de leurs dépenses, à condition de rester anonymes. En fait, on ne compte pas ce que l'on dépense quand on vient à Paris. Ma mère, elle ne compte rien. Et quel est votre budget pour un séjour à Paris? Maximum 15 000 dollars. Non, c'est 50 000 dollars qu'on dépense ici. Vous savez, c'est pas tant que ça. Les Saoudiens, eux, ils dépensent 100 000 euros. C'est vraiment le minimum pour eux. Alors pour leurs riches clients, les Champs-Élysées se sont mis à l'heure orientale. Certaines brasseries proposent thé à la menthe, viande halal et même narguilé. À 2 pas de là, il y a un lieu unique en France qui ne s'adresse qu'à ses touristes. C'est un cinéma. À l'affiche, ce ne sont que des films en langue arabe. La séance coûte 80 €. Alors pour ce prix-là, la clientèle VIP a droit à un traitement de faveur, maître d'hôtel, fauteuil en cuir et corbeille de fruits. Ils ont même le droit d'enlever leurs chaussures comme à la maison. Lionel, le directeur du cinéma, sait devancer le moindre de leurs caprices. Ici, s'ils désirent, ils peuvent venir voir un film à 2 h du matin, 4 h du matin, peu importe. Et dans ce cas-là, ils privatisent le lieu. Ils choisissent leur film et on est là pour les accueillir et les nourrir, leur offrir des boissons. Et toute une équipe est à leur disposition. Venir à Paris pour ces orientaux, c'est aussi l'occasion de vivre à l'occidental. Sur les Champs-Élysées, loin des carcans des traditions, les hommes et les femmes peuvent s'aborder librement. S'ils se concentrent sur un quartier, c'est juste pour jouer la proximité entre eux. C'est-à-dire que, effectivement, quand vous vous renseignez dans leur pays, les rencontres sont moins faciles, et notamment les rencontres entre femmes et femmes ou hommes et femmes. Et les Champs-Élysées, Paris, permettent aussi aux promis et aux promises de se voir et d'échanger, ce qui est interdit aussi dans les pays d'origine. Un tourisme en pleine expansion qui donne un souffle nouveau à la plus célèbre avenue de Paris. Le lendemain matin, dans un autre quartier incontournable de Paris, Pigalle. Lorsqu'elle vient ici, Madame Yuro, la chanteuse japonaise, a ses petites habitudes. Ici, on peut regarder, mais pour toucher, il faut payer. Regarde ça, c'est très sexy. Mais ce n'est pas celle que vous croyez. Ce ne sont pas les sex shops qui l'intéressent, mais c'est cette petite boutique orientale qui l'amène ici. Elle vient y acheter une robe pour le concert qu'elle donne ce soir à Paris. Ça, c'est très joli. Vous trouvez pas? Celle-ci, elle est magnifique. Un peu trop fine, non? Des robes comme ça, on n'en trouve pas au Japon. Au Japon, ce serait doublé. Parce que les Japonais comprennent si quelque chose est venu d'Europe, ça doit être très cher. Voilà. Ah. Oh. Non. C'est bien? C'était qui? Très chouette. Ça va bien avec la couleur de mes cheveux. N'importe quel style elle aime. Elle est belle, hein. La vérité, elle est très belle. C'est joli, hein? C'est très joli. Très joli. Très joli. Même sur vous, très joli. Même sur vous, c'est très joli. Même la couleur. Non, c'est vrai. Les Japonais, ils aiment bien des trucs traditionnels. Ouais. Ils sont modernes et traditionnels en même temps. Bon, allez, je les prends toutes. C'est très joli. Ça fait 627. Ah mais je peux en acheter encore plus. Je crois que c'est suffisant. Quand on aime, on ne compte pas. Non loin de là, les élèves de Madame Yuro s'apprêtent à vivre une grande aventure, la découverte du métro parisien. Aujourd'hui, elles font leur premier pas seules à Paris, sans leur guide. C'est ici, c'est ça? Mais comment on fait? Là, tu appuies là.
Première mission réussie, le plus dur reste à faire. Déjà Déchiffrer le plan de métro. La station Château Rouge. On est où là? Ah, j'ai trouvé Château Rouge. C'est là. C'est génial de prendre le métro. On est au milieu des Parisiens, au cœur de la vie parisienne. Super. On y est arrivé sans problème. Quand on veut, on peut. Les voilà arrivés dans un quartier que les touristes ne fréquentent guère, au cœur de la Goutte d'Or. Ce n'est d'ailleurs pas pour visiter qu'elles sont ici, mais pour prendre un cours de chant particulier. Enchantée. Madame Toda est installée à Paris depuis 20 ans. Elle s'est spécialisée dans les cours de chansons françaises pour japonais, avec l'aide de Jean-Louis, son mari. Akiko a choisi Mon amant de Saint-Jean, une performance pour elle car elle ne parle pas un mot de français. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean en musique. Mais quand on m'a pris un baiser, j'ai frissonné, j'étais si belle. Moi qui l'aimais tant, tu le tombais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisée, sans volonté, sous ses baisers. Ok, je connais mal. C'est pas mal. Je pense que je n'arrive pas encore à bien prononcer. Non, non, c'est assez compréhensible. Vous comprenez ce que je chante? Oui. Enfin, presque. Musette, par exemple. Musette. Oui, oui, c'est ça. C'est bien. C'est vraiment difficile. Elle se fie à son oreille, quoi, comme une musicienne, vraiment. Donc ça qu'apparaît une langue complètement avec l'oreille, l'aspect phonétique, comment arriver à prononcer ce qui est imprononçable pour eux. Vous comprenez ce que la chanson raconte? Non, je ne sais pas. Au Japon, ils sont de plus en plus nombreux à se passionner pour les chansons françaises, mais pas n'importe lesquelles. On remarque que le goût des Japonais se tourne vraiment sur les chansons d'amour, quoi. Et ils vont retrouver des chansons que nous, on ne fréquente plus forcément, mais eux, ils sont sensibles. Madame Yuro chantera elle aussi des romances ce soir, mais ce sera sur scène et elle n'aura pas droit à l'erreur. Laurent Deutsch poursuit son enquête historique sur le parvis de Notre-Dame. Il vient se mêler aux touristes qui ignorent parfois le sens de ce qu'ils voient. Les gens marchent sur le point zéro. Voilà, regardez, la dame tourne autour du point zéro. Là, on s'en amuse, mais autrefois, on était suppliciés là-dessus. Et les gens faisaient ce qu'ils appelaient amende honorable. Ils expiaient devant Dieu leurs fautes et leurs crimes avant d'aller subir leur peine qui pouvait aller jusqu'à la mort. Et c'était sur cette échelle de justice de Notre-Dame, qui était une espèce de grande colonne comme ça, une potence en quelque sorte, une croix de justice. Faut tourner autour, ça porte bonheur. C'est russe. Ruskaya. Da. Et pourquoi le point zéro alors? Mais parce que c'est à partir de là que toutes les données kilométriques en France, sur les autoroutes, notamment quand on met la distance de Paris, ça part, on situe par rapport à Paris-Notre-Dame. Par rapport à ce point précis, voilà. Ici, les traces du passé se déchiffrent au ras des pavés. Ce qui est amusant avec le parvis, c'est que vous avez la matérialisation du vieux Paris avant que le parvis soit dégagé comme ça. Ça, on le doit vraiment à Haussmann quand il a rasé à 80% la cité. Vous marchez là, par exemple, sur une ancienne rue et tout est mentionné. Vous avez des noms. Voilà, ici il y avait le chaudron. Voilà, vous avez ici, regardez, un porche. Voilà, le porche de la basilique Saint-Étienne, l'entrée. Avant qu'on lui préfère ce monument magnifique gothique qu'on a mis 107 ans à construire. D'ailleurs, l'expression « je vais pas t'attendre pendant 107 ans » vient de là. C'est le temps qu'il a fallu pour construire Notre-Dame. Une cathédrale qui protège bien des mystères,
dont seuls quelques initiés connaissent les secrets. On n'a plus qu'à se taper quelques marches maintenant. Tous les 6 mois, Nicolas Guéry et ses collègues doivent gravir 400 marches pour aller travailler. Doucement, régulièrement. Sur la plateforme, entre les 2 tours, à 69 mètres de haut, il nous emmène au cœur de la légende. Entre Chimère et Gargouille, nous sommes sur le territoire de Quasimodo. C'était bien lui, le sonneur du bourdon, la plus grosse et la plus précieuse cloche de Notre-Dame. Nicolas nous entraîne sur ses pas. 5 tonnes de monture en bois, 12 tonnes et demie de cloches, 500 kilos de bâtons. Un joli petit bourdon de 19 tonnes au total. Il est en place depuis le XVIIe siècle, alors de temps en temps, il faut mettre un peu d'huile. C'est fragile tout ce matériel? Ce matériel-là, extrêmement solide. C'est vraiment conçu pour défier le temps et c'est remarquablement costaud. Le métier d'Hervé et Nicolas est méconnu. Il porte même un nouveau nom depuis 4 ans. Nous avons choisi le nom de campaniste à mon grand regret parce que j'ai proposé le nom de clochard, ce qui aurait été beaucoup plus amusant et tout à fait réaliste dans la mesure où les clochards étaient les mendiants qui venaient donner des coups de main à Quasimodo pour sonner les cloches. Tout seul, Quasimodo ne pouvait pas actionner les 5 cloches. Pour ralentir l'usure du bourdon, régulièrement, il faut arrondir la boule du bâton. Voilà, normalement, ça tombe bien. Sonne juste? C'est une très belle cloche, hein, de toute façon. Très belle cloche, un fa dièse un peu bas. Voilà. En raison de son grand âge, elle ne fonctionne que très rarement. Une telle cloche ne doit sonner qu'à des moments très exceptionnels, sinon ça devient tout à fait classique et sans relief. Elle est utilisée pour un certain nombre d'événements comme la Libération de Paris, le 11 novembre, le décès du pape ou à des occasions importantes. Les techniciens n'ont pas le droit d'avoir le vertige. À 15 mètres du sol, Hervé escalade les moteurs. C'est un métier d'équilibriste aussi, hein? Exactement. On fait pour les grands. Je vérifie qu'elles sont bien toutes tendues. Ce sont les cloches d'à côté? Tout à fait, la tour nord. Depuis 1930, c'est l'électricité qui fait sonner les cloches de Notre-Dame. Avant, il fallait 8 personnes pour actionner le bourdon avec les pieds. Rien que de le voir se balancer, en silence, Nicolas est ému. Il y a des moments dans la vie. Il faut les déguster, les apprécier. Au cœur du bourdon de Notre-Dame, un voyage dans le temps et dans l'espace. Lorsqu'il sonne, on l'entend jusqu'à 8 km à la ronde. Sur le parvis, la file d'attente de touristes bat tous les records. Mais aujourd'hui, certains vont être déçus, car une fois par an, la cathédrale ferme ses portes pour un événement bien précis. Je commence à fermer l'entrée, il faut partir de l'accueil, il faut amener tout le monde vers la sortie. Nous allons fermer la cathédrale, monsieur. La poste commande dans 5 minutes, tout le monde sort. J'ai vu. Merci à vous. Bonne Pâques. Merci, vous de même, monsieur. Merci. Nous sommes la veille de Pâques, la plus importante célébration religieuse de l'année. Une véritable mise en scène se prépare à l'intérieur et les employés n'ont qu'une demi-heure pour tout installer. Nous, on va tenir derrière, les gars, ils vont rester. Il faut démonter la croix, un acte qui pourrait choquer les fidèles. Alors c'est loin des regards que les techniciens travaillent. Cette croix, elle était installée pendant les 3 jours où le Christ était
au tombeau. Et donc là, c'est la résurrection, donc on démonte la croix et on remet la croix flamboyante. Au fond de la nef, on découvre la croix dorée, celle que les fidèles verront tout le reste de l'année. La cathédrale est fin prête. Pendant ce temps-là, dans le presbytère, 15 prêtres sont rassemblés autour du Père Jacquin. C'est la dernière réunion avant le grand soir. Je passe la parole au coordinateur général. Le feu sol étant Jean-Pierre, c'est un peu le chef d'orchestre de la cérémonie. Comme dans un spectacle, tout doit être parfaitement coordonné. Et vous faites « Le Seigneur soit avec vous », l'annonce de l'Évangile, selon la mode Notre-Dame. Donc il n'y a pas de prêtres qui partent au premier rang? Non, les prêtres... C'est dans une ambiance bon enfant que la fête la plus attendue de l'année se prépare. Monseigneur Jacquin se moque même un peu de son patron. L'an dernier, il est parti trop loin avec la procession. Non, parce qu'il est parti jusqu'à la préfecture. Donc, à ce moment-là, on revient et... Sur le parvis, on passe aux choses sérieuses. Le clou du spectacle de ce soir, c'est un feu. Il ouvrira la cérémonie de Pâques. Cela intrigue les touristes, mais question catéchisme, il y a quelques lacunes. Je t'ai dit, ils vont cramer Esmeralda. Ils vont cramer Esmeralda, c'est juste les feux de la Saint-Jean, peut-être? Non, mais non. Pâques. Oui, la veillée pascale. Bien sûr, maman. Tu l'as dit, bien sûr. Tous les prêtres partent avec un cierge éteint en main. Dans les coulisses, une centaine de prêtres se préparent. Dernier petit coup de peigne pour le Père Jacquin. Bon, je vais mettre mon aube. Avec son habit, il quitte son statut de patron de la cathédrale pour redevenir ce qu'il a toujours été, un prêtre comme les autres. Vous êtes le recteur de Notre-Dame encore combien d'années? Ça fera demander à l'archevêque. C'est lui qui me nomme. Pour l'instant, il m'a renommé pendant 3 ans. Donc, j'ai fait déjà 6 ans, c'est ma 7e année, et j'ai encore au moins 2 ans à faire, si Dieu le veut. Et puis, après, on verra bien. C'est un endroit qu'on va avoir du mal à quitter une fois qu'on... Oh non, moi, vous savez, une fois qu'on a promis obéissance, on dit oui pour toute sa vie. Donc, c'est plus facile de dire oui que de dire non. Et donc, après, on n'a plus qu'à obéir, et puis voilà. C'est tout. J'ai toujours fait comme ça. Et jamais j'ai su à l'avance ce que j'allais faire, et surtout, j'aurais jamais imaginé. Donc, il n'y a qu'une chose que j'imagine, c'est que la dernière fois, ce sera un voyage pour l'éternité. Et ça, je l'ai pensé. Voilà. Mais c'est pas encore le moment. J'enlève mon portable parce que faut pas que ça sonne pendant la messe. Voilà. Salut toi. Ça va? Bonsoir, Monseigneur. Ça va bien, c'est là. J'avais peur que tu sois pas là. On étonne. Merci. Mon mot pour Joachim à Jean Falcon. Vous laissez entrer tout le monde, hein. Il y a beaucoup de place là, vous laissez entrer tout le monde. Monseigneur Jacquin part pour un dernier petit tour d'inspection. Notre-Dame de Lourdes, levez la main. Oh, c'est bien. Vive Notre-Dame de Lourdes. Et vive Notre-Dame tout court. Vive Notre-Dame. La cathédrale est pleine. 3000 touristes et fidèles assisteront ce soir à l'office de Pâques. Eh ben voilà, vous êtes fidèle au poste. Bonjour. Bonjour. Il va plus pleuvoir, vous voyez. Joyeuse Pâques. Il pleut plus. Oui. Il pleut plus, donc ça va marcher. On espère. Le problème, c'est qu'il faut qu'il démarre. Alors tout est bon, même des méthodes pas très catholiques. C'est pas très avec les autres, Oui, pourquoi? Regardez. Naturel. Ah. Le feu de Pâques est un symbole fort. Le feu nouveau est allumé et nous allons commencer notre célébration de la veillée pascale. Il représente la renaissance du Christ. À son invitation, nous sommes rassemblés pour fêter la résurrection du Christ. Prions ensemble. Amen. Par ces saintes C'est Joachim qui allume le cierge pascal. Que le Christ Seigneur nous garde et nous protège. Amen. Cette flamme va se transmettre et allumer un à un les cierges des 3000 fidèles.
Notre-Dame s'éclaire à la seule lueur des bougies, comme au temps de Quasimodo. L'Archipel, une petite salle de concert dans le 10e arrondissement. À l'affiche, Madame Hugo. Pour un soir seulement, elle réalise l'un de ses rêves, monter sur scène à Paris. Mon rêve, ce serait d'habiter à Paris, pour apprendre le français. Mais surtout, j'aimerais mourir à Paris. Bien sûr, nous sommes des orages. 20 ans d'amour, c'est la mort folle. 1000 fois j'ai pris ton barrage. 1000 fois j'ai pris mon amour. Et tout ça, sans parler un seul mot de français. Monde m'entraîne dans mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, je sais, je t'aime.